Merci beaucoup, Eric. Tanse Yao, Eva Lemer Nitsikasun, Nimomichif Neya, la France d'où je tiens. Alors, ce que je viens de vous dire en Michif, vous l'aurez deviné, c'est que bonjour tout le monde, je m'appelle Eva Lemer, je ne suis pas métisse moi-même. Je viens de France. Je suis professeure en éducation au campus Saint-Jean. Mon domaine d'expertise, c'est l'enseignement des langues, l'éducation interculturelle et l'éducation à la justice sociale. Et je suis au Canada depuis une dizaine d'années. Et je dois commencer par vous dire qu'initialement, j'avais très peu de connaissances sur les réalités autochtones, moins sans doute que n'importe qui a grandi au Canada. Et je vais vous expliquer rapidement comment j'en suis venue à ce projet que je vais vous présenter avec Ripley, ma partenaire, aujourd'hui, lorsqu'elle va se joindre à nous. En devenant canadienne en 2015, en fait, au moment où les travaux de la Commission de vérité et réconciliation ont été très médiatisés, avec la publication des rapports finaux et des recommandations, j'ai voulu, comme formatrice de futurs enseignants au campus, me former à l'éducation pour la réconciliation. Et vu que je suis linguiste de formation, mon point d'entrée, ça a été les langues. Et dans le contexte francophone minoritaire qui est le nôtre, on sait très bien à quel point les langues sont importantes dans les communautés qui sont non majoritaires, à quel point les langues canalisent d'importants enjeux au niveau identitaire, culturel, juridique. Oh, je vois que Eric m'appelle. Eric est avec moi sur le webinaire. Donc, on connaît bien comme francophone minoritaire l'importance des langues pour les communautés minoritaires, avec notamment la question des droits linguistiques, du maintien des langues, du maintien des cultures et des identités. Et au tout début de ma réflexion, il y a 5 ans, je me demandais quelle était la dynamique entre les droits linguistiques des francophones minoritaires et les droits linguistiques des autochtones. Et la question des relations entre le français et l'anglais dans les écoles francophones et immersion, vous le savez, elle a été beaucoup posée, elle a suscité beaucoup de recherches. Mais il y avait à l'époque, et il y a toujours peu de choses pour ce qui est de la place des langues autochtones dans les écoles francophones et programmes d'immersion. Et pourtant, on parle bien dans les deux cas de droits linguistiques, de communautés qui sont mobilisées pour le maintien de leur langue. Et cette question de la place des langues autochtones dans les écoles francophones et programmes d'immersion est venue me chercher encore plus lorsque j'ai découvert un petit peu par hasard, au gré de mes recherches, l'existence du Michif. Donc, j'avais lu des articles comme universitaire, j'avais lu des articles d'universitaires comme Baker ou Papen sur le Michif, puis je me suis dit, comment ça, il existe une langue autochtone qui s'appelle le Michif et qui dérive du français. Comme français, j'en avais jamais entendu parler. Et je dois dire que mes étudiants au campus Saint-Jean n'en avaient pas entendu parler non plus tellement. Mais je me suis demandé si ça ne serait pas une bonne porte d'entrée pour comprendre les cultures autochtones, entrer en relation avec les communautés qui parlent cette langue. Donc, est-ce que ce n'était pas un point de départ intéressant pour nous autres enseignants en contexte francophone minoritaire et en immersion? Alors, je me suis dit que je pourrais commencer mon exploration par rencontrer des gens qui parlent Michif. Et mes collègues autochtones de la faculté d'éducation et mes collègues de la faculté de Native Studies m'ont dit honnêtement, bonne chance Eva, bon courage, parce que le Michif, avec le Michif, on parle d'une langue qui est en voie de disparition. Il doit y avoir moins de 10 personnes en Alberta qui parlent encore le Michif comme langue maternelle. Il y a à peu près 80 personnes en Alberta qui parlent le Michif, qui sont capables de tenir une conversation, mais ce n'est pas nécessairement leur langue maternelle. Et ces personnes-là, il n'y a pas forcément un répertoire. Donc, pour trouver ces personnes-là qui parlent le Michif, c'était déjà un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que j'ai une collègue qui m'a donné un nom. Et ce nom-là, c'était Cecil House, qui habite à Kikino Métis Settlement, du côté de Lac La Biche. Et puis, en faisant des recherches sur les métiers et le Michif en Alberta, je suis tombée sur un rapport qui était écrit par une certaine Atina McKenzie. J'ai remonté sa trace et puis on s'est rencontrés. Puis elle aussi, elle m'a dit oui, des locuteurs de Michif, j'en connais une qui vit encore en Alberta, c'est Cecil House. Ah, bon, mais Cecil House, ça devait définitivement être mon point d'entrée dans le projet. Et puis un autre nom est sorti de la bouche d'Atina, c'était Ripley Lotion, sa fille.
qui était étudiante à la U of A, métisse et finissante de l'immersion française. Alors, j'ai approché Ripley, qui j'espère va pouvoir se joindre à nous. Elle est enseignante. Donc, j'ai approché Ripley, puis elle est devenue mon assistante de recherche sur le projet sur lequel que je vais vous présenter. Donc, elle a travaillé avec moi pendant 2 ans sur ce projet-là, puis elle continue d'être un partenaire sur la recherche que je vais vous montrer. Alors, Ripley, je pense, n'est pas arrivée. On sait tous que comme enseignant, des fois, on a des petits contretemps. Puis, je vais peut-être la laisser se présenter quand elle va arriver, mais peut-être, Eric, est-ce que tu pourrais tourner la présentation pour qu'on puisse, tu peux encore passer celle-ci, passer celle-là, celle-ci aussi. Et puis, je vais juste vous montrer tout de suite Ripley, qui est là, ici, avec son chien près de la rivière. Vous pouvez la voir ici. Alors, je ne vais pas dire trop de mots sur Ripley, sauf que elle se présentera elle-même, sauf qu'elle est finissante du campus Saint-Jean, finissante de l'immersion avant d'avoir fait le campus Saint-Jean, et elle enseigne maintenant avec Edmonton Public School Board. Et elle est donc métisse et elle est très impliquée dans la revitalisation du Michif auprès de sa communauté de Lac-la-Biche. Donc, elle travaille avec les aînés, elle essaie de mettre en place d'obtenir des financements pour avoir des camps de revitalisation de la langue. Et elle a démarré aussi des vidéos, des dessins animés en Michif avec une aînée, justement pour aider les plus jeunes à se réapproprier cette langue-là. Et donc, ça, c'est quelques mots sur Ripley. Au niveau de ce projet dont je vous parle, alors là, je ne pensais pas montrer déjà l'équipe tout de suite, Eric, mais comme Ripley n'est pas encore arrivé, est-ce qu'on peut remonter un petit peu en avant sur la deuxième slide, en fait? Oui, la troisième. Alors, merci. Alors, l'idée de tout ce projet que je vais vous présenter, c'est de comment on pourrait utiliser le Michif et les liens linguistiques et historiques avec le français pour pouvoir, nous, comme enseignants, intégrer les langues, les cultures, les savoirs et les perspectives autochtones dans l'enseignement. Et je pense que vous êtes tous familiers avec les normes de qualité de l'enseignement telles qu'elles ont été revitalisées. Mais en gros, on parle de la compétence 5 qui est vraiment d'appliquer les connaissances de base au sujet des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et il y a un point spécifique qui vise aussi les Métis que parfois, comme enseignant, on est un petit peu plus flottant. Je pense que, en tout cas dans mon expérience, quand je discute avec les étudiants du campus Saint-Jean, c'est beaucoup les Premières Nations qu'ils connaissent davantage. Les Métis, il y a parfois plus d'hésitation. Mais donc, le projet dont je vous parle, c'est au niveau de la compétence 5. Mais c'est aussi au niveau, ça concerne aussi la compétence 1, favoriser des relations efficaces, puisque comme enseignant, on nous demande de savoir inviter des parents, des tuteurs, des aînés, des gardiens du savoir, des communautés, des Premières Nations, Métis et Inuits pour venir dans la salle de classe. Donc, on va toucher un petit peu à ça dans le cadre de cette présentation-là. Le projet dont je vais vous parler touche aussi à la compétence 2, apprendre tout au long de sa carrière, puisque vous le savez, on est censé améliorer notre compréhension des visions du monde, des croyances culturelles, des langues et des valeurs des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et compétence 4, établir des environnements d'apprentissage inclusifs, lutter contre le racisme anti-autochtone et aussi être capable de peut-être valoriser davantage les étudiants autochtones qu'on a dans nos classes et qui ne s'auto-identifient pas toujours. Et Ripley vient de m'envoyer un petit message pour me dire qu'elle serait là dans 5 minutes. Alors, je lui laisserai la parole quand elle se joindra, mais on va avancer un petit peu. En tout cas, pour vous, enseignants, au niveau de la norme de qualité, on se situe là. Alors, avant d'entrer dans le... oui, là, je vais juste, en attendant que le replay arrive, peut-être vous montrer le survol de l'équipe plus précisément avec qui j'ai travaillé à ce projet-là, parce que comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas autochtone. Alors, Eric, si tu peux tourner la page. Alors, non, excuse-moi, celle d'avant, où on voit l'équipe. Donc, la première personne, donc mon point de contact dont je vous ai parlé, ça a été Cécile House, que vous allez voir dans une vidéo tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Atina, qui est la maman de Ripley, qui est aussi métisse et qui travaille avec
IPSB aussi comme consultante autochtone. En tout cas qui avait ce poste-là il y a peu encore. J'ai ensuite, quand le projet avec Cécile a commencé à bien marcher, qu'on a vu que c'était intéressant effectivement de travailler avec le MIDCHIF au niveau de l'enseignement pour le francophone et l'immersion et qu'on pouvait collaborer, il y a plus d'aînés qui se sont greffés au projet, des aînés de la région de Lac-Sainte-Anne, donc Cécile est de Lac-la-Biche, Ken Le Tendre, Judy Hilbert et Shirley Dion sont de Lac-la-Biche, de Lac-Sainte-Anne, et Gabrielle Lamontagne est aussi métisse. Elle est finissante de l'Université de l'Alberta et elle est artiste visuelle pour le projet. Vous allez avoir l'occasion de voir ce qu'elle a fait pour nous sur ce projet-là. Donc ça, c'est toute notre équipe avec laquelle on a travaillé. Alors, avant d'entrer dans comment travailler avec le MIDCHIF, la pédagogie, les ressources d'enseignement que je pourrais vous montrer, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les métiers et le MIDCHIF pour qu'on parle tous en fait des mêmes bases. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, je vais laisser Eric vous mettre dans des salons virtuels. Et puis, il y a aussi, avant que tu mettes tout le monde en salon virtuel, Eric, il y a un Google Doc, si tu peux mettre le lien dans le chat. Ce que je vais vous demander dans le salon virtuel, c'est de réfléchir sur qu'est-ce que c'est pour vous les métis? Qu'est-ce que vous savez à ce sujet-là? Donc, quand vous allez être en salon virtuel, ayez une discussion de quelques minutes, peut-être 3 minutes, 4 minutes, avec les collègues qui sont dans votre salon. Et qu'est-ce que vous savez sur les métis? Et puis, on regardera ensuite une vidéo juste pour nous permettre de brasser un peu nos savoirs et de vérifier qu'on est tous sur les mêmes bases. Ça marche pour tout le monde? OK. Alors, Eric, je te laisse… Oui, je place dans la fenêtre de conversation. Mm-hmm. Ce ne sera pas très, très long. Le lien vers le document. Oh, je vois que Replay est en train de se présenter. Alors, peut-être ce qu'on va faire, c'est que dès que Replay est là, je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente. Et puis, je vous laisserai après partir dans les salons virtuels. Bonjour Replay, tu es avec nous, connecté? Ça va bien, sans doute. Bonjour Replay. Salut, désolé, une seconde. Ah. Voilà. Désolée. Merci de te joindre à nous. J'ai commencé la présentation sans toi, mais je pense que maintenant ce serait un bon temps pour te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, puis après les participants vont aller en salon virtuel et écrire sur le Google Doc ce qu'ils pensent à propos, ce qu'ils savent à propos des métiers. Alors, je te laisse juste la parole, peut-être quelques minutes pour que tu te présentes, Ripley. Parfait. Je m'appelle Ripley, comme Eva vient de dire, et je suis enseignante à l'école Miano. C'est une école de Edmonton Public Schools, et je suis enseignante depuis 3 ans. Et hors de ça, je fais beaucoup de travail avec ma communauté de Lac-Sainte-Anne, au sujet de la revitalisation de la langue. Alors, dans les dernières années, ça fait peut-être 4 ans qu'on fasse les camps d'été de langue, on fait des cours de langue et on fait aussi des ressources avec la communauté. Et avant ça, comme peut-être Eva a déjà dit, mais j'étais étudiant à la faculté Saint-Jean, alors je travaillais sur le projet avant de devenir enseignante. Et là, j'ai beaucoup appris au sujet de la langue et de la création des ressources. Alors, ça fait quelques années que je travaille sur la revitalisation de la langue et je suis vraiment passionnée au sujet de ça au sein de l'école, mais aussi dans la communauté.
Alors, brièvement, ça c'est moi. Merci Ripley de commencer tout de suite, d'arriver direct avec une présentation. Alors, on va juste demander à tout le monde de partir dans les salons virtuels et de prendre juste quelques petites minutes et on vous fera revenir peut-être 3 minutes pour discuter entre vous. Qu'est-ce que vous savez au sujet des métiers? Puis si vous avez le temps de taper des petites choses dans le Google Doc, c'est bien. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps de le faire, vous voulez juste discuter, pas de souci avec ça. Et est-ce que tu veux que je mette un temps limite? Eva, est-ce que tu veux que je mette un temps limite? Si tu peux mettre 3 minutes peut-être. J'ai mon fils qui vient de faire irruption dans la salle. Tu veux venir dire bonjour, Mathéo? 3 minutes? 3 minutes. Excellent. Est-ce que toi et Ripley, vous voulez aller dans les salles aussi? On va peut-être juste rendre visite aux participants dans les salles. Parfait. Alors, tu es co-animatrice, tu peux. Ripley, je vais te mettre également co-animatrice. OK, merci. Merci. Regarde Mathéo, j'ai du monde. Tu peux venir voir, je suis en train de faire une webcam ici. Tu peux dire bonjour à Ripley. Il y a tout le monde, mais maintenant, il faut que tu me laisses travailler. OK? Alors, désolée, je voulais vous voir dans les salons virtuels. J'espère que la discussion s'est bien passée, mais j'ai un petit souci familial qui vient d'arriver. Un petit garçon de 6 ans très frustré que maman ne soit pas disponible. J'ai géré ça en espérant qu'ils ne viennent pas nous interrompre encore pour le reste de la formation. Alors, vous avez eu un petit bout de discussion. J'espère que ça vous a permis de mettre un petit peu quelques mots sur qui sont pour vous les métiers, de voir si vous étiez à l'aise ou pas avec ça. Et ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de regarder la vidéo que Ripley en fait a faite avec moi cet été. Alors, je vais laisser Eric jouer cette vidéo, puis je voulais vous la présenter parce que c'est une ressource que vous allez pouvoir utiliser dans vos classes. Lorsque les Européennes ont commencé de venir dans l'Ouest et ont rencontré des nations Cris ou des nations Premières Nations et ont créé leur propre communauté parce qu'il y avait des liaisons entre les deux et ils n'étaient plus acceptés, les enfants n'étaient plus acceptés par les Premières Nations ou par les Européennes. Alors, ils ont créé leur propre communauté et les Métis d'aujourd'hui sont descendants de ces communautés métisses qui ont été fondées durant la traite des fourrures. Il y a beaucoup de gens au Canada qui pensent que pour être métis, il faut avoir une mère autochtone et un père européen, mais ce n'est pas le cas. Les Métis sont les personnes qui sont descendants de ces communautés métisses qui se sont fondées durant la traite des fourrures. Et pour moi, être métis, c'est d'être connecté à ces terres ici, à la terre, et être que mes ancêtres étaient connectés à la même terre. Alors ça, c'est une des ressources qu'on a créées pour l'enseignement dans les classes. Alors, j'ai été voir dans le Google Doc, j'ai vu que vous n'aviez pas forcément écrit
quelques mots de ce que vous avez discuté sur les métiers avant de regarder la vidéo. Mais j'aimerais juste demander à quelques-uns d'entre vous, qu'est-ce que cette vidéo apporte éventuellement? Puis est-ce que vous verriez utiliser cette vidéo dans les salles de classe? Est-ce que quelqu'un aurait envie de faire un petit partage rapide là-dessus? Sinon, je vais faire comme avec mes étudiants, je vais vous interroger. N'hésitez pas, on n'est pas un grand groupe, donc n'hésitez pas à ouvrir votre Bon, microphone. j'aimerais parler, Estelle. Estelle. Je voudrais dire que, en fait, en salle de classe, on ne connaît pas trop les métiers et ce serait bien de faire une mise au point parce que quand on a discuté tout à l'heure, j'ai une de nos amies en ligne qui est métier et qui expliquait ses origines. Et c'est bien de le dire parce que pour nous, on se dirait que c'est un Européen avec un autochtone, alors qu'il faut être originaire de ceux qui étaient là bien avant. Cette distinction, elle est vraiment importante et puis ça permettra à tout le monde d'avoir plus d'informations là-dessus. Oui, merci Estelle pour ta remarque. Je pense que c'est exactement une des raisons pour laquelle on a fait cette vidéo avec Weebly, c'est que j'ai pu constater au niveau de mes étudiants, futurs enseignants, mais aussi des enseignants avec qui je travaille en formation continue, qu'il y a souvent cette conception initiale qui est erronée. Puis c'est là où on se rend compte que vraiment on a beaucoup à désapprendre, réapprendre et à affiner nos savoirs, nos connaissances comme enseignants quand on veut parler notamment des métis, de se rendre compte que, oui, effectivement, ce n'est pas juste un métissage, avoir un parent européen, un parent autochtone, et ça donne un métis, qu'effectivement, on parle d'une nation, d'un peuple métis avec une histoire spécifique qui s'est développée dans le temps, des droits spécifiques, une culture spécifique, avec aussi des variétés à l'intérieur de ce peuple-là et sur tout le territoire, et même y compris au niveau de l'Alberta. Et c'est quelque chose, cette diversité des métis, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi à travers les ressources qu'on a créées. Mais peut-être que, je ne sais pas si vous avez quelques questions sur l'identité métisse. Je pense que Replay serait peut-être la bonne personne à qui poser des questions, si vous avez des questions spécifiques pour elle. Est-ce que ça voudrait dire que les enfants qui naissent de métissage de Première Nation et d'Européens n'est pas appelé métis ou il est toujours appelé métis? Très bonne question. Je pense qu'il y a même plus de confusion en français à cause on comprend le mot. En anglais, au moins métis, les anglophones ne comprennent pas l'origine du mot. Mais essentiellement, si ma mère est Première Nation, puis elle a le statut Première Nation au Canada, et mon père, lui, il n'est pas Première Nation, il peut être d'origine de n'importe où d'autre. Moi, c'est un peu compliqué avec la loi, mais pour moi, je vais être culturellement et aussi probablement légalement, je vais être Première Nation aussi. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on pense de ça depuis tellement longtemps et aussi à cause du mot métissage, c'est le mot, comme pour nous, c'est quand même, on est mixte et si il y a une mère et un père de différentes cultures, c'est quand même mixte, comme un enfant mixte, mais dans le fond, c'est que la culture s'est développée il y a longtemps et pour moi, si ma mère est Première Nation, moi, je vais avoir la culture Première Nation et non pas la culture métis. Si cette clarification fait un peu de sens. Je comprends mieux maintenant. Merci. Puis merci d'avoir posé la question parce que je pense que c'est déjà quelque chose de bien d'apporter dans la classe, de savoir que effectivement, parfois on a une confusion sur qui sont les métis, puis avant de pouvoir parler de cette nation, de ce peuple et de la culture, c'est bon déjà à la base d'avoir une bonne compréhension de ça. Alors je pense qu'on a clarifié quand même là avec la réponse de Replay puis la vidéo. Et alors, une des langues officielles parlées, une des langues officielles de la nation métisse au Canada et une des langues ancestrales, c'est le Michif ou les Michif, parce qu'on va voir qu'il y a en fait, c'est aussi quelque chose de complexe, les Michif. J'aimerais à nouveau vous renvoyer dans un petit salon virtuel comme on a fait la première fois pour que vous discutiez. Est-ce que vous savez des choses sur le Michif et qu'est-ce que vous savez au sujet du Michif?
puis après ça, ben, on regardera à nouveau une vidéo, on clarifiera la notion, puis vous aurez l'occasion d'en entendre également. Alors, Eric, je te laisse placer les participants au salon virtuel. Oui, toujours 3 minutes. Oui. Cette fois-ci, j'espère que mon petit Mathéo va être tranquille et que je vais pouvoir aller voir les groupes. Et puis Eric, on va jouer tout de suite en rentrant, on va jouer la vidéo de Cecil House. Tu peux la préparer si tu veux. Alors, Replay, toi, tu étais dans un groupe, moi, j'étais dans un autre. Et puis, il y a des gens dans mon groupe qui avaient plus qu'entendu parler du Midship, qui en avaient entendu à l'école ou qui avaient entendu par sa grand-mère pour une des participantes. Alors, dans mon groupe, il y avait des gens qui avaient quand même une bonne idée de ce que c'était. Puis, pour ceux qui peut-être ont une moins bonne idée, puis c'est vrai qu'il y a différents Midship, je voudrais qu'on écoute une des vidéos qu'on a faites avec Cécile. Puis, oh non, ça c'est pas que Cécile, celle-ci, c'est avec Ripley qui explique le Midship. Alors, on va écouter d'abord ce que Ripley avait à en dire quand elle a fait la vidéo, juste pour donner une petite explication, pour être certain que tout le monde ait entendu l'explication sur le Midship. On considère la langue Michif d'être une langue mixte et pas un créole. Généralement, vers le centre des prairies, on parle le Michif plutôt avec les verbes en cri et les noms en français. Mais dépendamment d'où tu viens, dans les prairies, si c'est plutôt vers l'ouest ou vers l'est, ça peut être plus en cri ou plus en français, dépendamment de la géographie et des régions, des communautés métisses. Ici, à Lac-Sainte-Anne, à cause des communautés cri et même Alexis est une communauté Nakota, il y a plus d'influence des Premières Nations parce qu'on a Alexander, Alexis, Michelle Band, qui n'est plus là, mais on a beaucoup de connexions avec cette communauté de Premières Nations. Alors, dans cette vidéo-là qu'on a tournée cet été, en fait, au début de l'été, on voulait juste faire quelques ressources d'introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'être métis, c'est quoi le Midship, puis comme l'expliquait Ripley là, il y a plusieurs Midship en fait sur tout le territoire canadien, y compris en Alberta. Selon le territoire, c'est un mélange de français et de cri, mais il va pouvoir y avoir plus ou moins de français selon les régions, plus ou moins de cri ou plus ou moins d'influence d'autres langues autochtones. Alors ça, c'est vraiment pour une définition très, très basique du Midship. Et puis, c'est vrai que ce qui vient complexifier les choses, c'est que parfois, il y a des personnes qui disent c'est du Midship français, ou alors c'est du Midship cri, ou alors non, c'est pas du Midship, c'est du cri. Mais certaines personnes qui parlent ces mêmes langues disent que oui, c'est du Midship, d'autres disent que non, c'est pas du Midship. Alors, ça crée toute une complexité, mais l'idée, c'est que souvent, quand on regarde nos manuels scolaires en études sociales, on dit c'est simple, les métis, ils parlent le Midship, et en fait, il y a vraiment une diversité avec plus ou moins de français. Puis la vidéo qu'on va écouter ici, juste après, c'est une vidéo donc de Cecil House. Et puis, j'ai choisi cette vidéo-là parce qu'elle nous parle de son enfance, de sa scolarité, quand elle allait à la mission à la Clabiche. Et comme demain, c'est le 30 septembre où on va honorer les survivants, je pensais que cette vidéo serait appropriée. Alors, on va écouter le Midship de Cecil House. Puis, Thio, tu vas voir, tu vas dire aussi que tu comprends beaucoup. Tu vas comprendre beaucoup. Et tout le monde, je pense, va entendre beaucoup. Alors, on va écouter Cécile. Ma belle César avait su, ma belle César avait cru
On n'irait point que changer mon argent. Oh, ballonnasse, oh Dieu vertueusement, tu l'as dépensé parce que tu as bien voulu. Ma belle, si j'avais cru, ma belle, si j'avais su, tu n'aurais les points dépensé mon argent. This is la mission. J'ai été à l'école ici. Notre portrait, that's Jeanne d'Arc, and that's Cécile, la sœur. And this is Dion, Antoinette Bourque. I can't remember this one. Je ne peux pas m'en souvenir. J'avais 7 ans quand j'étais à l'école. On a appris en français, pas grand-chose en anglais. On a travaillé en masse. La Toscane en Estau. On a corté le bois. J'ai aidé dans la voie pour le bétain. C'était petit. Et on a été dans le jardin. On a mis les patates dans l'école dans le cavreau. On a acheté les patates dedans. J'ai appris à faire tosquer. Les petits métiers on a travaillé ensemble, tous nous autres. Je pense qu'on a travaillé plus que les autres enfants. Tous les enfants, ils ont été à l'école tout le temps. White kids. I don't know. Je ne connais pas pourquoi. J'ai été à l'école à Mission pour 5 ans. Mais les 5 ans j'ai été, I don't think, j'ai pas appris rien. Qui a man existe kaya sinon? Ma belle, que j'aime mon berger. Sans frontières, ma belle, que j'aime mon berger. Sans frontières, ma belle, que j'aime mon berger. Sans frontières, ma belle, que j'aime mon berger. Ok, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là? On va juste faire une petite discussion rapide en grand groupe pour ceux qui veulent bien prendre la parole. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que cette vidéo vous parle? Est-ce que vous verriez l'utiliser dans les classes? Et qu'est-ce que vous avez pensé du midship parlé par Cécile? J'ai vraiment trouvé ça remarquable qu'elle pouvait parler le français toujours, comme elle l'a appris comme jeune fille à l'école résidentielle, à la mission, mais elle le parle toujours aujourd'hui, et l'anglais, elle a appris ces 2 langues-là. Mais je n'ai pas trop entendu, est-ce qu'elle parlait le midship? En fait, Yeah. ouais, en fait, c'est une bonne question parce qu'on pourrait dire que Cécile, je pense qu'elle est un peu spéciale. Un replay, tu pourrais me confirmer ça, mais moi, je n'ai pas compris tout de suite au début la diversité du répertoire de Cécile parce que c'était au début du projet, mais Cécile est capable de parler français midshif. Donc, il y a des gens qui vont appeler ça français midshif et les linguistes vont dire que c'est un dialecte de canadien français tel que parlé par les métis avec quelques mots de cri ici et là. Donc ça, ce midshif-là, parce il y a des gens qui vont dire que c'est du français, il y a des gens qui vont dire que c'est du midshif français. Ce dialecte-là, c'est cette langue-là, c'est ce qu'elle parlait à l'école, à la mission, mais c'est aussi ce qu'elle parlait avec son père, avec ses parents. C'était la langue maternelle de son père. Donc à la maison, il parlait le midshif français.
Mais Cécile, elle a vécu longtemps aussi autour de l'Aklabiche. Et à l'Aklabiche, le mitchif pouvait comporter davantage de cris, quelque chose qui était peut-être plus proche de du mitchif héritage, du mitchif du Sud, où on mélangeait plus le cri et le mitchif. Alors, il y a des moments où Cécile est capable de mettre plus de cris, puis je pense que par moment, elle peut parler complètement mitchif-cri en fonction des interlocuteurs. Donc, Cécile, elle a vraiment une palette où elle est capable de naviguer les différents mitchifs, puis elle fait sa propre synthèse parce que c'est une langue en voie de disparition. Elle n'a pas l'occasion de le parler souvent. Donc, c'est certain que quand elle parlait avec moi, qui parle le français hexagonal de France, ben, elle savait que si elle me parlait mitchif français, ben, j'allais tout comprendre en fait. Au début, elle était un peu rouillée, mais ça venait bien quand si Ripley était là et qu'elle savait que Ripley parlait aussi un peu de cri, ben, peut-être qu'elle a amené un peu plus de cri. Puis si elle parlait à quelqu'un d'autre qui parlait pas du tout français, ben, elle parlait plus un mitchif cri. Alors c'est vraiment son mitchif est vraiment fabuleux. Hein, Ripley, je pense qu'on peut dire ça parce que. Et puis oui, on a une belle ressource sur le site web que je vais vous montrer après où elle dit que son père sur son lit de mort lui a dit de garder sa langue toujours et que c'était les derniers mots que son père lui avait dit. Et de contribuer à ce projet-là pour Cécile, c'était aussi l'occasion de parler sa langue. Elle n'a pas réussi à transmettre le mitchif à ses enfants. Alors, c'était une belle expérience de se rendre compte qu'avec moi ou avec Ripley, elle pouvait parler mitchif. Puis, c'est sûr que si elle parlait mitchif cri avec moi ou même mitchif héritage, je ne comprenais pas tout. La vidéo, maintenant, je comprends tous les morceaux quand elle dit j'ai appris comment me débrouiller, Elle le dit avec un mot cri. Ou quand elle dit donc il y a quelques mots cri là-dedans que maintenant je sais les reconnaître, je sais les entendre, je sais ce que c'est, mais c'est certain que elle joue avec son mitchif en fonction des interlocuteurs qu'elle a devant elle. J'avais tellement bien compris que j'ai même pas vraiment reconnu les mots mitchif, les mots cris. Mais elle m'a dit des mots cris, mais j'étais trop concentrée sur les mots que je reconnaissais. Oui, puis il y a quelques occasions, puis cette ressource-là, c'est une belle ressource quand on va parler des écoles résidentielles ou des écoles de missionnaires, parce que parfois, comme école francophone, ça c'est tout un sujet délicat que je n'ai pas forcément prévu d'aborder beaucoup ici, mais comme on parle beaucoup du rôle des oblats francophones dans le maintien du français, en occultant aussi le fait que c'était aussi des missionnaires. Alors, cette vidéo de Cécile nous permet de creuser un petit peu cette question-là, puis d'apporter un petit peu de complexité sur un petit peu c'est quoi nos liens avec le peuple métis, c'est quoi nos responsabilités aussi dans la réconciliation. Puis c'est une vidéo qui marche bien avec les élèves parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, ils comprennent tout. Il y a quelques mots, ils sont contents de les deviner, puis ça fait partie de l'approche pédagogique où on part d'un mitchif qui est peut-être plus familier aux élèves, le mitchif français, puis ils se familiarisent avec un petit peu de cri, puis après on peut aller chercher un mitchif plus cri, comme celui que vous allez écouter juste maintenant. Je vais vous faire écouter le mitchif de Judy, qui elle est originaire de Lac-Sainte-Anne. On ne va pas tout écouter, Eric, parce que je pense qu'on n'aura pas forcément le temps, mais on va écouter un petit bout. Gaksno Martin Egua, Dansise, Tesosi Hut, Mitchif Hot Dog. Sise ke Katoten, Kweyesk, Kiwapaten Nakte. Donc, on peut arrêter ici, Eric. Alors, vous voyez la différence. Hein? Judy appelle sa langue le mitchif. Mitchif cri. Et comme vous l'entendez, c'est essentiellement du mitchif. Dans certaines vidéos, il y a quelques mots de français ici et là, comme dans la vidéo de Judy tout à l'heure, il y avait un petit peu de cri. Quand c'est Judy, il y a quelques mots de français. C'est presque l'inverse sur le continuum. Puis certains aînés de Lac-Sainte-Anne avec qui on a travaillé avec Ripley appellent ça le cri. Même dans les vidéos que Ripley a faites, parfois elle dit mitchif cri, parfois elle dit cri aussi. Alors c'est là où on voit que le mitchif, c'est complexe en fait. Mais c'est bien d'amener cette complexité à nos élèves qui se rendent compte qu'il y a une diversité. C'est ce qu'on nous demande de faire comme enseignants, de ne pas juste présenter les cultures, les identités autochtones comme des blocs,
Puis là, ben, on peut les amener à voir le Michif français. Et puis ils sont pas mal excités parce qu'ils comprennent beaucoup, ils se familiarisent avec le cri. Puis là, boum, ils retrouvent du cri. Alors ça permet aussi après de faire un lien avec la culture cri aussi. Donc, je voulais juste vous présenter un petit peu ces Michif-là et puis ces deux aînés-là avec qui on a travaillé sur le cadre de ce projet-là. Est-ce qu'il y a quelques questions juste sur les Michif, en fait, avant que je vous parle des ressources? Ça va, je vois pas de questions. Ok. Alors, on va passer aux ressources pédagogiques parce que j'imagine comme enseignant, ben, on a juste 1h30, c'est vraiment court. Avec Eric, on avait discuté beaucoup du format que cette formation devrait avoir. C'est certain qu'1h30, c'est court, mais je vais au moins vous donner l'eau à la bouche puis l'envie d'aller voir le site web et faire un survol un petit peu de ce qu'on a fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient pris du matériel pour faire du perlage ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont, si vous avez du matériel pour faire du perlage, est-ce que vous pouvez lever un petit pouce pour que je vois si de toute façon c'est le temps qu'on... Non, j'ai l'impression que personne a pris du matériel. Alors, on ne va pas faire l'initiation au perlage si vous n'avez pas le matériel. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu comment travailler avec ça. Alors, vous voyez, dans un premier temps, sur ce projet-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les ressources vidéo et textuelles en Michif, différents Michif avec les aînés. Alors ça nous a pris un petit moment déjà, peut-être une année ou en plusieurs étapes. Donc, vous avez vu des vidéos. Il y a aussi un livre numérique qui va être disponible très bientôt. Et puis, une fois qu'on a eu ces vidéos donc, qui peuvent être utilisées dans les camps de revitalisation comme Replay Organise ou autres, servir à la communauté, ben, il y a eu aussi en partie de ce projet du développement de matériel pédagogique pour la 3e à la 6e année autour de ces ressources vidéo. Et alors, l'approche pour ça que moi, j'ai développée, c'est que comme je vous disais, je suis didacticienne et donc c'est l'éveil aux langues. Et c'est cette idée qu'on veut sensibiliser nos élèves à des langues autres que celles qui sont enseignées dans les écoles dans le but de promouvoir les compétences plurilingues et l'éducation interculturelle. Donc, le but, ce n'est pas du tout d'enseigner le Michif aux élèves ou les Michif ou le CRI, mais c'est de partir à la découverte de langues nouvelles, donc des langues autochtones ici, en s'appuyant sur la pensée critique et aussi l'esprit d'ouverture. Donc, les langues ne sont pas nécessairement des langues qui sont familières aux élèves et aux enseignants. Donc, ça, c'est tout un mouvement. Si ça vous intéresse, vous aurez l'adresse du site web, vous pourrez voir c'est quoi l'éveil aux langues, mais c'est vraiment cette idée de introduisons des langues nouvelles dans la classe. Et puis, j'ai mélangé un petit peu cette approche de l'éveil aux langues avec les principes pédagogiques autochtones au fur et à mesure où je me les appropriais. Alors, c'est une synthèse, une approche mixte vraiment, où de ce que je comprends des pédagogies autochtones, ce qui est important, c'est beaucoup la transmission générationnelle, le modelage par les aînés. Alors là, les élèves découvrent des aînés qui ont participé au projet. L'approche expérientielle, on ne fait pas que parler des choses, on essaie de l'expérimenter. Le côté interdisciplinaire, tout est interrelié, vous avez déjà entendu ça, donc on ne fait pas juste du français, des langues ou des études sociales, mais on mélange ça aux arts, aux sciences, au bien-être, etc. On essaie de prendre en compte le développement holistique de l'élève, on ne s'adresse pas juste à sa raison, mais aussi au côté affectif, physique et spirituel, et l'importance de la connexion entre les langues et les savoirs, l'importance du territoire. Donc tout ça, c'est un petit peu, je dirais, le fondement pédagogique des ressources qui ont été développées, auxquelles vous allez pouvoir accéder. Et puis, une fois qu'on a créé du matériel pédagogique, alors des plans de leçons, des supports visuels, etc., des fiches élèves, je les ai expérimentés, ce matériel-là, dans les classes pendant 2 années auprès de 4 classes, en francophone et en immersion, avec la collaboration d'enseignants qui étaient volontaires, puis qui ont contribué à améliorer ces ressources-là. Et puis, comme ça marchait, en fait, je vais tout de suite vous le dire, ça marchait assez bien. J'ai développé d'autres ressources additionnelles pour que les enseignants puissent avoir beaucoup de choix, en fait. Alors, Eric, je vais passer à la page d'après. Ok, alors vous voyez quelques petites choses de ce qu'on a fait dans les classes en utilisant justement les ressources. Ce qui est important de retenir, c'est que les ressources que vous allez pouvoir utiliser dans vos classes en ayant accès au site web, quand on les a expérimentés, ça a bien marché dans le sens où les enseignants m'ont tous dit qu'ils ont développé leurs connaissances sur les métiers, qu'ils savent mieux comment intégrer les savoirs, les perspectives autochtones, qu'ils sont plus confiants. Ils ont été aussi satisfaits de pouvoir enseigner de manière plus authentique, plus vivante,
plus en lien avec les réalités contemporaines, avec des vraies personnes qui viennent de la communauté, alors que les enseignants avec qui j'ai travaillé me disaient au début, j'étais pas très à l'aise. J'utilisais le manuel d'études sociales. Si les élèves posaient des questions, je savais pas trop. Puis de toute façon, j'avais de connexion avec personne, aucune vraie personne autochtone ou métisse. Donc, les enseignants qui ont travaillé avec les ressources que je vais vous présenter ont été plutôt satisfaits de ça. Puis surtout, ils ont été assez contents de se rendre compte qu'on pouvait utiliser la langue, le Michif, parler des métis, pas juste en études sociales comme un sujet d'étude, mais qu'on pouvait utiliser la langue, la culture, les perspectives métisses pour enrichir notre enseignement des sciences, du bien-être, des arts, etc., et même des langues et du français. Alors, vraiment une intégration de matière. Les enseignants ont trouvé aussi que les ressources étaient adaptées aux élèves au niveau scolaire et que les élèves ont développé une compréhension plus fine et qu'ils étaient plus motivés. Puis ce qui est intéressant avec les ressources que vous allez voir, les plans de leçons, etc., c'est que ce n'est pas du matériel en plus, de l'enseignement en plus que vous devez rajouter au curriculum. Ça fait partie du curriculum. Tous les résultats d'apprentissage sont vraiment tirés du curriculum. Puis quand ça sera le nouveau curriculum révisé, on va l'adapter, mais on sait déjà qu'il y a beaucoup de points où ce matériel va rester pertinent. Alors, ce que je vais faire sur la demi-heure qui reste, c'est que je vais vous montrer une ressource précise, puis que vous faire réfléchir à comment vous pourriez utiliser cette ressource-là dans les classes, puis je vais vous dire comment on l'a utilisée. Donc, vraiment vous donner l'occasion de découvrir une ressource. Donc, vous avez vu celles qu'on vous a déjà jouées, mais là, cette ressource-là, c'est aussi une ressource avec Cécile qui nous parle du perlage et comment faire du perlage. Alors, on va jouer cette vidéo-là et puis on revient ensuite en grand groupe pour en discuter. Mon Cécile. Cécile Thérèse House. C'est un Michif. Warivi Hedmantan, Waresti Porensicos, Kespen Kisakihin, Semma Kaspuetano. Ang apix ko na Mitchafutanot. Lirasad o heksikaswak. Lirasad. Lidiawa. Eko wakotak mi lirasad kol de rose, how mina kol de rose, the filawa. Eko wal siso. Oma. En fleur. Och ta lite flör åt han går sitan. Så jag får en flör om sise. Kaminauti. Kaminauti. Om minauti. Det fem flör för tvättansion kommer att fälla flör. På kanaka tihta mantake. Kai så sitä ja no heli flör. Li fajo he. Li fai o te. Et qu'on a les fraises ou les fleurs. Tu prends tes fleurs, des affaires dans le bois. Dans le bois, tu tout nene. Oh, te minä kotat musi hau. Les fleurs me soin gositaan. Et que les rassaro de kahawak mostas. But tu mets le fil. But tu mets les rassad at iset. Oh, Toms gaitas tanomahi. Avan metset. Eikä tuva fair. Oh, malli otaka havak li rassado hek. Pourquoi il y a un check? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi il y a un check? Les rassado hek sont petits. Tu peux mettre les gouilles dedans. Tu as marqué, j'ai fait une fleur,
Mais quand tu mets les recettes, est-ce qu'elle ne vient pas direct comme il faut, comme c'est marqué? Mon camion, quand tu cours, quand tu fais les recettes de même, tu fais attention à tout. Tu connais quand je sors les recettes pour te mettre dans le milieu. Quand tu fais une fleur, tu cours tout dans les recettes. Peut-être bien tu vas manquer deux, hein? Faut que tu fais tout de même. Oh, je m'ai piqué. On va l'attacher. Så. Jag tar upp det något. Högst. J'ai fini. Kespen kisakihin se makaswetanao. Warivi hedmantan waresti porensikos. Kespen kisakihin se makaswetanao. Kiskamna chikai tuhtanao. Heko teka weekendao. Kespen kisakihin se makaswetanao. Alors, on a entendu un petit peu plus le cri là, dans le midshift que Cécile a utilisé à ce moment-là. C'est un peu soit une question du jour ou du fait que replay était là cette fois-là, ou aussi des fois au montage aussi, on a retenu certains passages plus que d'autres. Alors, est-ce qu'avec cette vidéo, vous pensez que vous sauriez comment perler avec ce tutoriel? Quelles seraient les étapes? Comment on perle? Donc, le perlage, c'est un art traditionnel des Métis. Comment, alors, si vous avez regardé, normalement, idéalement, j'aurais plus de temps avec vous, on ferait 2 fois, on regarderait la vidéo, puis je vous demanderai de prendre des notes, ok, c'est quoi les étapes? Mais alors, si vous deviez commencer, maintenant, vous avez regardé le tutoriel, par quoi vous commencez? C'est quoi le matériel dont vous avez besoin? Comment vous commencez? Oui, ciseaux, fil, les perles, l'aiguille. La feutrine. Oui. Aussi un stylo pour dessiner les fleurs. Ouais. Ok. Alors, effectivement, on commence par dessiner son motif, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'imagine on fait le tour, puis on remplit chaque section avec des perles, puis on les attache, on les coud sur le tissu pour qu'elles restent en place. Ouais, c'est pas mal ça. Alors en fait, si on regarde, si on avait plus de temps puis qu'on n'était pas en virtuel, je pense que ça serait bien de prendre le temps de le faire ensemble pour que vous sachiez le faire. Mais effectivement, on commence par dessiner son motif, on enfile une aiguille, on fait un nœud au bout. C'est pas forcément évident pour nos élèves qu'il faut faire un nœud au bout. Il y en a toujours un qui fait glisser les perles et oh mince, faut faire un nœud. Puis pour les 3e années, des fois, la motricité de faire un nœud, c'est pas toujours évident. Enfiler une aiguille non plus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on commence, une fois qu'on a fait son dessin, on va mettre l'aiguille là où on a mis son tracé. Et puis là, c'est pas toujours évident parce que j'ai tapé à côté, je vois pas, etc. Donc, ça prend un peu de dextérité. Donc, ça, c'est intéressant à travailler en art et aussi en bien-être pour la gestion de la frustration, etc. Est-ce que c'est relaxant de faire du perlage ou est-ce que c'est frustrant? C'est une discussion qu'on peut avoir avec les élèves. Puis, il y en a toujours qui tombent en amour avec le perlage, puis il y en a qui détestent ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours des élèves qui commencent aussi par comme ça. Ils piquent comme ça, au lieu de piquer par en dessous. Alors là, ils découvrent que non, il faut qu'ils piquent par en dessous, sinon ça ne marche pas. Ils passent leur fil, ils enfilent leurs perles, et puis effectivement, ils vont mettre plusieurs perles. Et puis, comme Cécile leur dit de le faire, et puis ils vont petit à petit coudre les perles. Puis si, Eric, tu tournes la présentation, si tu passes à la page suivante, celle d'après encore. Celle d'après encore, puisque vous m'avez donné quelques étapes rapides, mais effectivement, si on suit la vidéo avec les élèves et qu'on regarde la vidéo 2 fois avec eux, je vous assure, ils sont capables de retrouver presque toutes les étapes. Ils en manquent toujours un petit peu, on les aide, mais on va retrouver, ok, j'enfile, je fais mon nœud, je pique mon aiguille sous le modèle, je passe l'aiguille à travers le feutre, j'enfile 3-5 perles, je pique l'aiguille sur le tracé, et puis on suit. Tu peux passer à la page d'après, Eric. Et en fait, on leur explique notamment comment on coud
les perles. Alors ça, c'est le côté un petit peu technique qui fait que si vous voulez essayer la ressource, idéalement, pratiquez-vous avant pour avoir compris comment faire. Même si vous n'êtes pas capable de faire une belle œuvre d'art comme Cécile en fait vraiment un beau travail, d'être capable d'avoir pratiqué un peu pour comprendre la technique, où vous allez effectivement passer j'appelle ça sécuriser, je ne sais pas si c'est le terme technique, mais pour tenir en place chaque perle, on va passer à droite et à gauche à chaque fois de la perle pour la maintenir bien en place. Et pour ceux qui vraiment connaissent bien le perlage, il y a d'autres techniques. Hein. Celle-ci, c'est vraiment une technique de base. On peut aussi repasser l'aiguille dans toutes les perles pour les aider à se tenir bien alignées. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que Cécile explique et pas forcément quelque chose qu'on veut faire avec les élèves. Mais donc, on sécurise comme ça les perles, on les coud comme ça sur le motif. Et puis, si tu passes après à la page d'après, Eric, parfois, les perles ne sont pas bien en place, elles ne suivent pas bien le tracé, alors on les replace un petit peu avec son doigt. Et puis, on recommence jusqu'à ce que c'est couvert de perles. Et puis, quand on a fini, on fait un nœud, puis on coupe le fil. Alors, c'est certain que les élèves doivent utiliser plusieurs fils, faire plusieurs nœuds, puis ils ont toujours des expériences un peu désagréables où ils ont cousu, puis à la fin, ils ont un tout petit fil et ils ne sont plus capables pour ceux qui font de la couture, ils ne sont plus capables d'arrêter l'aiguille pour faire un nœud. Puis là, ils sont comme « Ah, madame, comment je fais ?» Ben oui. Alors, on essaie comme enseignant, si vous vous êtes pratiqué, puis c'est dans les ressources que j'ai mis en ligne, je fais attention, il y a un piège à cet endroit-là, il faut que tu laisses assez de fil. Et puis, il y a plein de petites choses qui font que parfois les élèves ont de la misère. Si vous avez fait un double nœud, un double fil pour qu'ils arrêtent de perdre leur fil, parce que sinon, s'ils ne font pas attention, ils vont toujours être en train de faire ça. Et hop, oh madame, mon fil n'est plus enfilé, est-ce que vous pouvez m'aider à le réenfiler? C'est extrêmement pénible. Alors comme enseignant, pour gagner du temps, on va faire un double nœud pour qu'au moins ils ne perdent plus leurs perles. Mais quand ils se sont trompés, on est obligé de couper le fil et là, ils ne sont pas contents parce qu'ils perdent tout le travail qu'ils ont fait. Alors, c'est des petits détails que si vous voulez utiliser le tutoriel de Cécile dans vos classes, pratiquez-vous avant pour comprendre les erreurs qu'ils vont pouvoir faire. Et vous serez plus à l'aise pour les dépanner, pour leur expliquer comment bien faire du perlage. Mais Eric, si tu peux prendre la page d'après encore, c'est qu'on a été capable d'aller dans les classes et puis de faire du perlage aux élèves. Ça a toujours marché. Comment est-ce qu'on ne va pas faire la réflexion dans les salons virtuels ou peut-être 5 minutes où on va aller en salon, un bon 5 minutes pour voir comment est-ce que vous pensez que vous pourriez utiliser cette ressource en salle de classe. Est-ce que vous pensez, comment vous pourriez l'intégrer dans une séquence pédagogique, cette vidéo, pour travailler une ou plusieurs matières? Est-ce que vous travailleriez le français, les études sociales, les arts, les sciences? Comment est-ce que vous imaginez une séquence pédagogique, peut-être de plusieurs leçons? À quel moment vous utiliseriez cette vidéo? Quel genre de leçon vous feriez autour de cette ressource-là? Donc, pensez à une mini planification, un mini plan de leçon. Et quel lien vous pourriez faire avec le curriculum en fonction du niveau auquel vous enseignez? Donc, on va vous remettre en salon virtuel. On va prendre 5 minutes pour que vous ayez cette discussion-là. Et puis après, on va revenir ensemble pour un partage, voir un petit peu quelles ont été vos idées. Et après, je vous dirai un petit peu comment on a utilisé ça, nous, dans les classes. Est-ce que ça marche? Chaque fois. Ok, alors on a eu une petite discussion dans mon groupe. Ripley, est-ce que tu voudrais partager un petit peu ce qui s'est dit dans ton groupe à toi? Oui, dans mon groupe, j'ai été coupée à chaque fois. Je sais qu'il y a certaines secondes qui restent, mais je me fais couper chaque fois. En tout cas, dans mon groupe, on avait une très bonne discussion au sujet des niveaux. On avait entre 2e et 6e année. Alors, on parlait de la différence avec les tout petits et avec les plus grands, de comment faciliter le perlage et comment que ça peut connecter avec le curriculum des maths, en art et en
études sociales. Et il y avait beaucoup de bonnes idées dans ce groupe-là. Ouais, c'est certain qu'il y a toujours l'inquiétude, est-ce que mes élèves vont être capables de manipuler les aiguilles? Est-ce qu'ils vont avoir la patience de faire du perlage? Moi, je l'ai essayé, comme je vous ai dit, en classe de 3e, 6e année. Puis il y a toujours des élèves qui, à la fin, n'ont rien du tout parce qu'ils n'aiment pas ça, ils sont frustrés, ça ne marche pas pour eux. Puis il y a toujours des élèves qui font des choses très belles. Je vous montrerai quelques images. Et il y a parfois des élèves qui font des choses simples, mais belles. Puis il y a des élèves qui font des choses extraordinaires que j'ai pu montrer à Cécile et puis qu'elle était vraiment épatée de se rendre compte, waouh, avec un tutoriel, des enseignants qui ne connaissent pas plus que ça, les élèves ont été capables de faire ça. Chaque année, il y a eu des élèves qui ont demandé à leurs parents d'aller acheter des perles, puis qui ont fait des projets pendant le week-end, puis même des élèves qui ont continué à faire du perlage après coup. Mais c'est certain qu'on peut adapter en jouant sur la taille des perles. Parce que les perles, quand on va dans un magasin spécialisé, puis sur le site web, vous allez trouver quelques références. Il y a des perles qui sont toutes petites, là, comme celles qu'utilise Cécile, les vraies perles de perlage, en fait. Mais il y en a aussi des plus grosses. Donc ça peut nous aider avec les élèves qui ont des problèmes de motricité à faire des projets un peu plus simples. Je dirais de la 3e à 6e année, ça marche quand même bien dans l'ensemble. Puis comment nous, on l'a utilisé dans les salles de classe avec les enseignants qui étaient volontaires. On a fait en fait une séquence pédagogique où on a d'abord regardé le tutoriel de Cécile, puis ça nous a permis de découvrir la langue, le Michif, et de découvrir c'est quoi cette langue, comment ça fonctionne. Ok, il y a du français, il y a du cri, c'est la langue des métis, ok. Donc un peu comme on vient de le faire. Donc une première leçon en études sociales sur le Michif, les métis, mais aussi on faisait des liens au curriculum avec en français, en compréhension orale, c'est quoi mes stratégies d'écoute? Comment est-ce que je peux me préparer à l'écoute d'une vidéo où je ne vais pas forcément tout comprendre? Donc les stratégies d'écoute, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le curriculum à l'élémentaire au moins. Et puis, une fois qu'on a regardé la vidéo avec Cécile, on s'est dit, OK, les élèves, c'est l'expérientiel, vous allez faire du perlage. Alors, en général, c'est quand même pas mal excité avant de se rendre compte que ça prend de la patience et de la dextérité. Mais avant de faire votre perlage, où est-ce que Cécile prend son inspiration? Elle dit, dans le bois, tu es toute nénane, tu prends tes affaires dans le bois. Alors, Cécile va prendre son inspiration dans le bois. Elle fait des fleurs de fraises, des feuilles. Pourquoi est-ce qu'elle va chercher son inspiration dans le bois? Alors là, en études sociales, on fait des connexions entre les liens traditionnels entre les peuples autochtones et la nature. Puis on s'interroge sur notre propre connaissance et connexion au territoire et à la nature. Donc, on emmène les élèves dans un parc, même le parc de l'école, ou faire une marche. Aller voir qu'est-ce qui nous inspire dans la nature. Est-ce que la nature nous inspire? Comment on s'y sent? Et qu'est-ce qu'on trouve dans la nature? Et puis, on peut en profiter aussi pour faire des liens sur l'écologie, on respecte les arbres, on détruit rien, on ne tue pas des animaux, on n'arrache pas des branches, etc. Donc, tout ça a un lien aussi avec les perspectives autochtones, les manières d'être en relation avec le monde non vivant, humain et non humain. Et puis, on se pose des bonnes questions comme « Oh, madame, j'ai vu une coccinelle, mais la coccinelle, elle est morte. Est-ce que je peux la ramasser ou est-ce qu'elle hiberne ?» Ah, bon, alors là, on peut commencer à lier ça aussi au curriculum de sciences, éventuellement. Et puis, on fait une promenade en forêt. Alors, on peut parler des vertus de la marche. Pourquoi la marche? C'est aussi une activité simple qui peut nous aider, même en temps de Covid, les élèves ont apprécié ça. Pourquoi la marche, ça peut nous faire des bienfaits. Puis là, on peut parler sur le plan cognitif, spirituel, émotionnel et physique, les bienfaits de la marche. Et puis, on a fait aussi une leçon où on a donc là, plus au niveau de la langue du français, de comprendre vraiment quand est-ce que Cécile utilise du cri et quand est-ce qu'elle utilise du français. Parce que comme langue mixte, le Michif, il y a certaines variétés comme le Michif du Sud, et Cécile parle parfois un peu comme ça, où les verbes et les adverbes sont en cri, et tout ce qui est nom, adjectif, etc., déterminants sont en français. Donc là, ça permet de faire de la révision linguistique pour les plus grands, pour les 6e années, sur l'analyse de la phrase et travailler en grammaire. Donc, il y a certains enseignants qui ont aimé faire de la grammaire à partir de cette ressource-là. Puis de réfléchir aussi sur « Oh, elle mélange les langues, mais est-ce que c'est grave de mélanger les langues, madame ?» Parce que souvent, quand on est en francophone, les élèves, ils mélangent avec un peu d'anglais, mais ce n'est pas toujours bien vu. Alors, est-ce qu'on a le droit de mélanger de l'anglais comme Cécile fait? Oh, pourquoi est-ce que l'enseignante ne veut pas que je mélange de l'anglais en contexte minoritaire? Mais après tout, est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça fait partie de mon identité plurilingue?
Puis il y a toujours des élèves qui sont contents parce qu'ils ont un autre background familial de nous dire « Ah bah oui, moi je mélange, je parle le créole » ou alors dans ma famille, on parle aussi le lingala. Et puis on peut réfléchir un peu sur les pratiques qu'on a comme personnes plurilingues et très souvent, c'est un tabou en fait dans les classes parce qu'on veut que nos élèves parlent français, juste français. Mais là, on peut justement avoir une bonne discussion avec les élèves et c'est quelque chose qui a été apprécié à la fois des élèves et des enseignants. Donc ça nous permet de travailler aussi le curriculum en langue française, mais aussi en anglais, comment on fait des transferts d'une langue à l'autre. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est que on a pratiqué le perlage. Donc ça, c'est en art. Et il y a des liens en art et en études sociales. Donc, on a généralement pris plusieurs leçons. Ça prend plusieurs leçons aux élèves quand même. En général, il faut compter quand même 3 heures pour arriver à un petit quelque chose avec les élèves, plus ou moins modestes. Puis il y a des élèves qui aiment ça, donc ils prennent sur les temps libres pour continuer pendant la récréation ou pour finir s'ils ont fini leurs travaux. Donc ça, c'est une bonne façon de les occuper aussi. Puis il y en a qui ont fini à la maison. Donc, on expérimente en art le perlage comme technique de travailler le tissu, travailler le 3D. On peut travailler aussi les questions de symétrie en mathématiques si on veut. Et puis, dans le site internet, vous allez trouver aussi un plan de leçon qu'on a développé qui parle du pointillisme métis, d'artistes métis. Pourquoi est-ce que des artistes qui sont connus pour leur perlage, comme Christy Belcourt, par exemple, pour des choses qu'elles ont fait en perlage, ou comme Amy Malbeuf, qui sont des artistes. Amy Malbeuf est métisse, elle est albertaine, et elle fait du perlage. Alors, est-ce que faire du perlage, c'est reproduire une tradition? Ou est-ce que ça peut être utilisé pour revendiquer une culture, pour parler de ses droits linguistiques, de ses droits culturels? Donc, on va chercher des artistes métis qui font du perlage pour s'interroger sur quelle peut être la fonction du perlage et quelle est la fonction de l'art, en fait. Et puis, on a développé aussi récemment une leçon sur le pointillisme. On voit plusieurs artistes qui font de l'art et qui ressemble un peu à du perlage avec des petits points comme ça, là, comme du perlage. Alors, il y a vraiment beaucoup de liens qu'on peut faire avec le curriculum. Puis le temps passe, alors je voudrais juste, Eric, qu'on passe peut-être aux pages suivantes, juste pour vous montrer, ça c'est des projets qui ont été réalisés par des élèves de 5e et 6e année. Alors, la petite coccinelle, là, justement, dont on se demandait si elle était morte ou si elle hibernait, voilà ce que l'élève a réussi à faire. C'est quand même vraiment bien. Ça, c'est sans doute les plus beaux perlages que vous pouvez obtenir, dans les plus beaux, en tout cas, que moi j'ai vu. Puis c'est vraiment de l'initiation au perlage, hein, faut garder toute modestie. Mais il y avait cet élève-là qui avait fait le renard. Là, tout le monde était pas mal épaté. Un petit garçon là qui avait fait ça parce que c'est vraiment très, très simple. Mais en à peu près une heure, il avait réussi à faire ça. Puis il était très content avec son renard, qui était son animal préféré. Donc lui était vraiment content. Il allait coudre ça sur sa trousse après. Et puis ça faisait un petit perlage qui était sympa quand même pour lui. Alors, donc ça c'est pour le perlage. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça tout de suite, par rapport au perlage, ou est-ce que vous voulez que je vous montre tout de suite peut-être le site web rapidement qu'on vient juste de mettre en ligne. Si Eric, tu peux cliquer dessus peut-être sur le site web. Que je voulais être capable de mettre en live pour le 30 septembre, mais pour cette formation, pour que vous soyez capable d'y accéder. Alors, sur le site web là, vous allez trouver pas mal d'éléments de ce que je vous ai présenté rapidement avec Replay dans la formation, qui sommes-nous, l'équipe, etc. Mais la page qui va vraiment vous intéresser, c'est dans Projet d'éveil aux langues des métis. Si tu cliques là, Eric. Voilà. Vous avez introduction aux ressources en français. Donc là, vous trouverez qu'est-ce que c'est que d'être métisse, la vidéo que vous avez vue avec Replay, c'est quoi le midshif, etc. Donc, vous avez des ressources qui sont en français que vous pouvez vraiment utiliser pour introduire le sujet des métiers du midshif. Donc, ça, c'est des ressources en français. Si vous allez à côté les ressources en midshif sous la photo de Shirley ici, tu peux cliquer ici, Eric. Il y a une petite mise au point, une petite, c'est moi, Replay dirait que je parle toujours, que j'écris, je parle trop, j'écris trop.
mon défaut de prof universitaire. Alors, vous pourrez ne pas tout lire si vous avez envie, mais si tu passes encore en dessous, c'est vraiment un détail sur si vous voulez comprendre rapidement c'est quoi le métier. Là, vous trouvez toutes les vidéos, dont la vidéo qu'on vient de voir de perlage avec Cécile House. Puis, il y a des fiches enseignants, des fiches élèves et des PowerPoint. Vous avez même des affiches plurilingues que vous pouvez afficher dans votre classe. Puis, vous avez plusieurs des vidéos comme ça qu'on a fait avec Cécile, avec le livre s'en vient bientôt. Je voulais juste le montrer une dernière fois à Cécile avant de le rendre accessible à tout le monde. Donc, je vais faire ça, j'espère, la semaine prochaine. Puis, il y a aussi Judy, comme vous pouvez voir. Et puis, donc, là, vous avez toutes les ressources, les fiches enseignants, les fiches élèves, du visuel parfois. Et puis, ce que je voudrais juste vous montrer aussi, vous pourrez explorer le site web. Si vous allez dans Espace collaboratif, il y en a pour des heures et des heures d'enseignement. Hein. Vous avez de quoi vous amuser. Vous n'allez pas tout utiliser, vous pourrez faire vos choix. Mais ce que j'aimerais dans l'idéal, on va voir comment ça marche, mais c'est que si des enseignants utilisent ce site et créent leurs propres fiches, ont leurs propres expériences, qu'ils puissent me l'envoyer, puis je les ajouterai au site web pour que ça puisse vraiment devenir une banque de ressources à partir de des ressources formatrices qui ont été créées par les aînés. Puis j'ai déjà une stagiaire du campus Saint-Jean à qui j'avais montré ces ressources-là dans le cadre de mes cours, qui en stage m'avait dit Eva, moi j'aimerais utiliser ça dans mon stage, est-ce que je peux le faire? Puis elle avait créé ses propres leçons, donc elle les a déjà partagées dans l'espace collaboratif. Mais en gros, ce site-là, donc j'ai vu que Eric l'avait mis dans le chat, il est pour vous. Alors j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser d'aller voir le site web et de voir comment vous pourriez utiliser ces ressources-là. Puis, il nous reste 5 minutes pour des questions, des commentaires, des questions à moi ou à Ripley. Puis, si vous trouvez des erreurs dans le site web, faites-le moi savoir. On a essayé de passer à travers, mais je n'ai pas de problème à corriger tous les petits glitches, tous les petits liens manqués que j'aurais pu rater en mettant tous mes liens hypertextes. Alors, faites-moi savoir si vous voyez des choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'on pourrait voir le site web encore pour le noter ou c'est peut-être envoyé quelque part? Alors, vous l'avez dans le chat, puis sinon, en fait, normalement, il y a quand même une adresse un peu plus facile à retenir, c'est éveilmitchief.csj.ualberta.ca. Alors, parce que là, le site Google, oui, c'est l'adresse, la vraie adresse physique, mais il y a une adresse plus facile à retenir. éveilmitchief.csj.ualberta.ca. Je sais qu'une fois, je l'ai essayé sur un ordinateur, ça n'a pas marché. Ça ne marchait pas avec tous les browsers, je ne sais pas pourquoi. Alors parfois, ça vaut la peine de changer de browser. Puis si je me rends compte que les gens ont du mal à accéder au site, je vais arranger ça avec la webmestre. Mais ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, faites-moi signe. Il y a aussi mon email ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Oui, il y a une question. J'avais juste une petite question. Est-ce que le perlage essentiellement est utilisé pour décorer les vêtements chez les métis ou est-ce que c'est aussi pour décorer d'autres choses? Quel est l'usage principal du perlage dans les communautés métisses? Est-ce que tu veux répondre à ça, Ripley? Généralement, c'est vrai, c'est pour les vêtements. Traditionnellement, il y avait beaucoup de vestes et des trucs comme ça. On avait aussi beaucoup de sacs il y a longtemps. Je pense principalement sont des vêtements parce que c'était des choses qui étaient faites de c'était d'habitude les vêtements des sacs. Et je pense pas que je pense que c'est tout. Des mocassins aussi. Oui, c'est comme ça. Alors, des vêtements ou des trucs similaires. Je pense pas d'autre chose. Oh, et des fois, c'est pas vraiment le perlage, mais on faisait des choses similaires avec des bocaux, comme avec des fois. Mais je pense généralement, c'était des vêtements et des trucs de ce genre.
Merci. Oui, puis ça peut être une des choses qu'on parlait de motivation pour les élèves, ça peut être aussi, pour les enseignants qui sont créatifs, ça peut être de créer aussi un petit motif qui leur plaît et puis d'être capable de le mettre comme de créer une petite broche ou quelque chose qu'ils peuvent accrocher sur leurs vêtements ou comme un keychain, comment on appelle ça en français, un keychain, quelque chose qu'ils peuvent accrocher à leur sac. Les enfants aiment ça. En tout cas, ma fille est en 4e année, puis elle me fait acheter plein de petites choses comme ça qui pendouillent au sac, là. Alors, on pourrait imaginer aussi faire un perlage sur de la feutrine ou un bout de tissu, puis transformer ça en porte-clés, en fait. Ouais, c'est le mot Oui. que je cherchais. Et le feutre, c'est plus facile à rattacher au sac à dos ou aux autres vêtements s'ils ont les vêtements qu'ils aimeraient. Ou comme les sacs, n'importe quel sac. Je pense que les élèves aiment ça. Oui, et puis traditionnellement, c'est vrai, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, que normalement, on ne perle pas sur de la feutrine, mais plutôt sur du vrai tissu ou sur du cuir. Moi, j'ai perlé mes propres mocassins, j'ai appris à le faire et ça fait mal aux doigts et c'est dur sur le cuir. La feutrine, ça nous permet vraiment de faire une initiation facile avec les élèves, quelque chose qui ne coûte pas cher, qui est facile à manipuler, juste leur permettre d'y goûter, puis de comprendre et d'expérimenter. Mais ouais, normalement, c'est plutôt sur du cuir ou du tissu. Oui, le cuir, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Je l'ai déjà fait avec comme des plus âgés, peut-être rendus en 9e année, mais je pense pour les personnes qui commencent, c'est vraiment mieux. Puis c'est plus facile à rattacher au sac à dos ou faire des choses de ce genre. Ouais. Parce qu'il y a même des feutrines que vous pouvez acheter qui ont un côté autocollant quand on va dans certaines boutiques. On peut juste retirer le côté autocollant, puis hop, ils peuvent le coller directement sur leurs affaires. Ça marche bien.